Merci Vincent, merci aux organisateurs, merci à TSE pour m'avoir invité. Je suis désolé, je vais devoir partir tout de suite après mon intervention parce que j'ai un train à prendre pour Bruxelles. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet et je pense que la question est très bonne. Qui va payer? Ça se pose pour des tas de biens communs, ça se pose en particulier pour le climat et je vais donc parler du climat sur la base du rapport. Première question, pourquoi est-ce qu'il faut payer? S'il faut payer, ce n'est pas parce que intrinsèquement une économie décarbonée est plus chère ou plus coûteuse qu'une économie qui repose sur les combustibles fossiles. C'est parce que la transition est coûteuse. Et pourquoi est-ce que la transition est coûteuse? Parce que les mécanismes de cette transition, il y en a plusieurs. Il y a la réorientation du progrès technique, il y a la sobriété, tout ça doit contribuer. Mais le mécanisme principal, c'est le remplacement des combustibles fossiles par du capital. Et ça se comprend très bien quand vous regardez qu'est-ce que c'est qu'une éolienne, qu'est-ce que c'est qu'une ferme solaire, qu'est-ce que c'est qu'une centrale nucléaire. À chaque fois, c'est du capital pour avoir de l'énergie à un coût d'exploitation qui est beaucoup plus faible, mais avec une intensité capitalistique qui est beaucoup plus forte. Et si on prend ce raisonnement, et je pense qu'on a des raisons de penser que c'est un mécanisme générique, eh bien, si on prend ce raisonnement, on comprend qu'il faille des investissements importants. Ces investissements, on les a chiffrés entre 60 et 70 milliards pour la France. On ne dispute pas sur les unités, mais on dispute sur la grande masse, sont à peu près certaines. C'est recoupé par d'autres estimations qui existent pour le Royaume-Uni, qui existent pour l'Union européenne. Ça fait donc 2 points et demi de PIB par an en 2030, disons, et disons pour une vingtaine d'années. Donc c'est lourd, c'est une attaque contre le pouvoir d'achat parce que évidemment il va falloir prendre cet argent quelque part. Et dans une période où la sensibilité au pouvoir d'achat est particulièrement grande, c'est évidemment une grande question. Alors, c'est cher. Une manière de se consoler, c'est de se dire que ce qui est cher pour nous est encore plus cher pour les pays émergents, parce que dans les pays émergents, le montant des investissements en pourcentage du PIB est double et le coût du capital est beaucoup plus élevé. Nous avons accès à un capital à peu près à 3-4% de taux d'intérêt. Pour eux, c'est 7-8%. Et donc, l'avenir de la planète se joue ici, mais il se joue aussi et beaucoup dans les pays émergents comme l'Inde, comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, comme l'Indonésie. Et ces pays, pour des raisons évidentes, ils utilisent la technologie des combustibles fossiles parce qu'elle est moins coûteuse en capital et elle a des coûts d'exploitation qui sont évidemment plus élevés. Donc voici le point de départ. Alors ensuite, quel instrument pour piloter cette transition? Cette transition, et c'est le thème du bien commun, je répéterai la phrase fameuse d'Adam Smith disant « ce n'est pas la bienveillance du boucher qu'on attend notre dîner hein, », c'est de son intérêt bien compris, c'est de son égoïsme. Sauf qu'ici, ça ne s'applique pas. Ici, ce n'est pas de l'égoïsme dont il s'agit, c'est du bien commun. Et le bien commun, ça suppose des instruments, ça suppose des politiques publiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a eu tout un débat chez les économistes, il y a encore tout un débat. Il y a les partisans d'une politique qui reposait exclusivement sur une tarification du carbone, parce que c'est économiquement plus efficient, ça laisse beaucoup plus de choix. C'est technologiquement neutre, ça laisse beaucoup plus de choix aux acteurs individuels, sauf qu'on s'en est écarté et à peu près aucun pays aujourd'hui n'a une politique qui repose exclusivement sur les prix, même si Scandinave s'en approche.
On a aujourd'hui plusieurs instruments possibles. On a les instruments donc, de tarification. On a essayé en France et on a vu que ça suscitait des réactions violentes. Hein. Je pense aux Gilets jaunes. Ensuite, on a essayé la réglementation pure. Ça, c'est ce qu'ont essayé les Allemands, avec l'obligation, quand on change sa chaudière, d'adopter une chaudière neutre en carbone, donc une pompe à chaleur. Ça a suscité ce qu'on a appelé la révolte des chaudières, et le gouvernement a reculé. Donc la réglementation n'est pas plus aisée. Et puis, il y a la solution américaine qui consiste à subventionner. Alors, subventionner, c'est l'Inflation Reduction Act. C'est généreux, c'est efficace. L'effet de l'Inflation Reduction Act, c'est qu'en un an, l'investissement climat a progressé de 36%. Donc, c'est un beau succès. C'est extraordinairement coûteux, puisque ça repose exclusivement sur des subventions. Donc, non seulement ça repose sur des subventions donc, qui ont quelque chose qui pèse sur le budget public, mais en plus, en tant que tel, les subventions, ce n'est pas particulièrement efficace parce que ça ne conduit pas à faire des économies de combustibles fossiles. Ça y conduit si on a effectivement l'effet qu'on attend sur les équipements des ménages et des entreprises, mais ce n'est pas quelque chose qui en soi va avoir tendance à aider dans cette direction. Donc, l'Europe a choisi une stratégie mixte qui repose à la fois sur la tarification, avec le mécanisme ETS aujourd'hui pour les industries grosses émettrices, demain avec le mécanisme dit ETS2 pour les secteurs du transport et du logement. On ne sait pas, on aura un prix du carbone qui sera plafonné sur le marché ETS2. Enfin, ça va quand même être quelque chose d'assez sensible quand ça va arriver à partir de 2026. Et de manière générale, donc l'Europe a choisi une stratégie mixte, donc qui est plus équilibrée, à mon avis, qui a des avantages en termes de crédibilité, et qui, de ce point de vue-là, permet peut-être qu'elle soit plus acceptable qu'une stratégie, en tout cas, qui reposerait exclusivement sur la tarification du carbone. Voilà. Alors, on en est là. Comme vous savez, on a eu une législation qui a été mise en place qui vise la neutralité carbone en 2050, qui vise des réductions très substantielles à l'horizon 2030. Et là, on a les propositions de la Commission pour fixer un objectif 2040, donc sur cette trajectoire. Tout ça, c'est de la législation. On est dans la phase de la mise en œuvre, et la phase de la mise en œuvre dépend beaucoup des États, dépend beaucoup des choix aussi des ménages et des entreprises. Alors, comment financer cet investissement? Comment financer donc ces 60-70 milliards dans le cas français? À peu près, disons, les chiffrages que nous avions faits, c'était à moitié public, moitié privé. On peut revenir sur ce partage public-privé. La raison pour laquelle c'est pas moitié public, moitié privé, c'est qu'il y a des choses qui appartiennent par essence à la sphère publique, par exemple tous les bâtiments publics, une bonne partie des infrastructures, ce sont des investissements publics. Et puis, il y a des choses qui relèvent de la sphère privée, mais dont on sait que les ménages ou même les petites entreprises ne vont pas réussir à financer cette transition s'ils ne sont pas accompagnés et s'ils ne sont pas soutenus. Les chiffrages que nous avions faits, c'était que la rénovation d'un logement, l'achat d'un véhicule électrique pour la classe moyenne, c'est-à-dire les gens du milieu de la distribution des revenus, ça représente à chaque fois un an de revenus en investissement. Donc c'est extrêmement lourd et il est clair que, particulièrement dans le contexte politique actuel, mais même auparavant, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas un soutien appuyé du côté des finances publiques. Donc il faut
à peu près, ce qu'on avait chiffré, à peu près une trentaine de milliards du côté public, État et collectivités territoriales. Et ça doit pouvoir se financer par une combinaison de redéploiement des dépenses, de nouveaux prélèvements et d'endettement. Le partage entre ces trois composantes, c'est une affaire de choix politique. Ce qui n'est pas une affaire de choix politique, c'est la question de savoir est-ce que c'est nécessaire. Je crois que c'est nécessaire. Donc, il faut ouvrir cette possibilité. Il faut qu'il y ait des discussions sur ce que nous les contraintes que nous impose le cadre européen. Ces contraintes sont aujourd'hui trop serrées, à mon avis. Il faudra les revoir parce qu'elles sont serrées, en particulier parce que les nouvelles règles du pacte de stabilité ne font pas de place à l'endettement pour le financement de la transition climatique, y compris pour les collectivités territoriales qui pourraient s'endetter pour financer ce dont elles ont la charge, c'est-à-dire la rénovation des bâtiments publics, notamment des écoles et des hôpitaux. Donc c'est un point tout à fait sensible. Alors, dernière question, et je vais être bref, ce qui permettra peut-être d'avoir quelques questions. Dernière question, est-ce qu'il faut vraiment le faire? Ou est-ce qu'on peut lever le pied? Alors, j'aurais deux réponses à ça. Et je crois que la question est posée aujourd'hui. Elle est posée par le fait qu'un certain nombre d'acteurs ont commencé par prendre position, y compris parmi ceux qui ont peut-être une chance d'arriver au gouvernement. Et elle est posée en Europe, puisque la nouvelle majorité au Parlement européen, la nouvelle majorité au Conseil européen va très probablement s'interroger, disons, sur le calendrier. Alors, moi, je donnerais deux arguments contre une révision du calendrier. Le premier, c'est évidemment que l'Europe prendrait, en faisant cela, une responsabilité très lourde. L'Europe a eu un courage remarquable lorsque, en 2019, alors que l'administration Trump était sortie de l'accord de Paris, l'Europe s'est dit « je vais sauver l'accord de Paris ». Je vais sauver l'accord de Paris en prenant des engagements et en essayant d'entraîner d'autres derrière elle. Si l'Union européenne change de pied, lève le pied, elle prend des responsabilités considérables de ce point de vue-là, parce que, encore une fois, l'accord de Paris a eu une efficacité. Il a eu une efficacité. Je vois Laurence Tubiana qui arrive, c'est parfaitement synchronisé. Contrairement à ce que disait son voisin, Christian Gaulier, qui a vivement critiqué l'accord de Paris, il a eu une efficacité. Il est tout à fait insuffisant, mais effectivement, on mesure que le rythme d'accroissement des émissions s'est ralenti. Donc il a eu une efficacité et donc revenir dessus serait tout à fait grave du point de vue de la sauvegarde du climat, de la sauvegarde de la planète. L'autre élément que je voulais donner, c'est le fait que si on revient sur l'accord de Paris, même si on ralentit, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue industriel? Ça veut dire que les entreprises industrielles doivent continuer ou revenir sur la direction qu'elles ont prise et investir à la fois sur l'économie carbonée et sur l'économie décarbonée. Pensez à un constructeur automobile. Constructeur automobile, le passage à la véhicule électrique, c'est un grand choix. C'est un grand bouleversement. Ça demande beaucoup d'investissement.
Ça demande d'autant plus d'investissement que l'Europe est en retard là-dessus sur la Chine, et nous n'avons pas pris le virage électrique. On pouvait s'interroger légitimement il y a quelques années pour se demander si c'était un pari raisonnable. Ce pari a été fait. Et les industriels européens, les industriels français, ont commencé à investir dans la transition vers une économie décarbonée. Ce que nous dit aujourd'hui Carlos Tavares, qui n'avait pas été l'avocat principal de cette transition, au contraire, nous dit ne changez pas de pied. On ne peut pas faire les deux à la fois. On ne peut pas à la fois investir sur la voiture électrique et sur la voiture thermique. Ce n'est pas possible. Donc, de ce point de vue-là, et pardonnez-moi, oui, merci. Et pardonnez-moi, de ce point de vue-là, je pense qu'il serait irresponsable de lever le pied, de revenir en arrière. Peut-être que l'industrie allemande a la capacité de courir 2 lièvres à la fois. En tout cas, l'industrie française n'en a pas la capacité. Donc, je pense que on est sur des débats tout à fait essentiels. Et il me semble qu'il faut les poser. Il faut réserver l'espace des choix politiques. Évidemment, les choix politiques, ces choix sont des choix politiques. Mais il faut aussi mettre les politiques devant leurs responsabilités en leur disant quelles sont les conséquences des décisions qu'ils vont être amenés à prendre. Merci. Oui, Christian. Oui, merci beaucoup, Jean. Juste en lien avec ce que tu as dit à la fin de ton exposé sur les investissements privés et sur la nécessité de les réaliser, et donc la stabilité, l'indispensable stabilité. Je pense à un point très important qui pose problème depuis longtemps, en France, en Europe, comme partout ailleurs, c'est la crédibilité des engagements publics pour faire cette transition, la stabilité des règles futures qui aujourd'hui interrogent les chefs d'entreprise, qui se posent la question de savoir, est-ce que si aujourd'hui je fais un investissement vert et que demain finalement un gouvernement arrive au pouvoir qui décide que le changement climatique c'est un sujet secondaire, le danger sur la rentabilité et la solvabilité à long terme de ces entreprises pose question. Donc comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour essayer de réduire l'incertitude réglementaire et pénalisante sur les énergies carbonées pour qu'effectivement des chefs d'entreprise puissent sereinement se lancer dans cette transition énergétique? Merci. C'est une question tout à fait essentielle. Moi, je suis persuadé du fait que la transition, elle se fera par les entreprises, beaucoup, par l'action privée. L'action publique est essentielle aussi, mais l'action publique, elle n'a pas la capacité de créer cette dynamique. La manière dont on a résolu les choses, c'est qu'on a pris des engagements au niveau européen et au niveau international. Donc on a deux niveaux dans lesquels on est comptable des engagements qu'on a pris. Est-ce que ça va suffire? Je n'en sais rien, mais on voit bien que la force de cet engagement, c'est la technologie habituelle. On passe par des engagements internationaux pour pour nous contraindre nous-mêmes. Donc, je pense que c'est vital que cet engagement soit maintenu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de marge de manœuvre. On a des marges de manœuvre, par exemple, sur les modalités du financement. C'est-à-dire que les modalités du financement, on peut substituer du financement privé au financement public dans une certaine mesure. On peut, à l'intérieur du financement public, jouer sur les différents leviers que sont l'endettement, la fiscalité et le redéploiement. Donc il y a des marges de manœuvre. Mais je pense que cette crédibilité, encore une fois, est tout à fait essentielle.